Départ du PDG d'Air Canada, les nombreuses plaintes en lien avec son français pourraient l'avoir poussé à une retraite prématurée. Bonjour, ici Alicia Flageol et bienvenue au Web Journal du 30 mars. Bon décollage, Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, a annoncé qu'il prendra sa retraite d'ici l'automne prochain. L'annonce survient quelques jours après qu'il ait publié une vidéo de condoléances pour les pilotes d'Air Canada décédés la semaine dernière à New York. Les seuls mots en français étaient « bonjour » et « merci ». Nayeli Chavez nous en parle. Nayeli, il y aurait eu plus de 2000 plaintes à l'égard de ce message. Exactement, même qu'à l'heure actuelle, en fait, ce serait près de 2400 selon le commissariat aux langues officielles du Canada. Monsieur Rousseau aurait suivi 313 heures de cours pour s'exprimer en français, mais la vidéo était pratiquement juste en anglais. L'un des pilotes décédés était québécois et d'après les nombreuses réactions, c'est inacceptable de ne pas être en mesure d'offrir ses condoléances dans les deux langues officielles. Il s'est par la suite excusé par écrit, mais ce n'était pas suffisant pour l'Assemblée nationale du Québec, puisqu'une motion qui réclamait son départ a été adoptée jeudi matin. Yannick Gagnon se dit touché par la situation puisque l'un des pilotes était étudiant à Chicoutimi. Un homme qui gagne 12 millions par année, un homme qui représente Air Canada dans un pays où est-ce qu'on reconnaît officiellement deux langues, l'anglais et le français, qui est en poste depuis des années. Ne peut pas se présenter dans un drame où est-ce qu'on a perdu un étudiant de Chicoutimi diplômé en aviation. On ne peut pas juste simplement dire deux mots en français. Pour moi, c'est inacceptable. Et d'autres prennent la défense de Michael Rousseau. En fait, en 2021, M. Rousseau faisait l'objet d'une même controverse puisqu'il avait fait un discours 100% en anglais à la tribune de la Chambre des commerces du Montréal métropolitain. Puis, selon la directrice générale du collectif des femmes immigrantes du Québec, il faut voir les deux côtés de la médaille. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il est important de prendre en compte la génération dans laquelle M. Rousseau provient, surtout avant l'arrivée de la loi 101. Mais toutefois, elle rappelle qu'aujourd'hui, en fait, les immigrants sont obligés de parler français pour pouvoir s'établir au Québec. C'est sûr que ça n'aide pas la cause du français, mais en même temps, il faut savoir, il faut mettre ça dans le contexte générationnel, là, parce qu'ici, dans les années 60-70, on pouvait très bien vivre en anglais sans savoir le français, puis on vivait peut-être même bien. Là. Merci, Nayeli. Le prix du plateau d'un repas dans les hôpitaux a augmenté de 60 % en 5 ans. Le Journal de Québec a révélé que près de la moitié des repas servis revenaient avec des restants. Ces restants se retrouvent dans les poubelles et il est estimé que 5 millions de dollars sont jetés chaque année en raison de ces restes de table. C'est une réalité qui touche aussi la région. Surtout avec l'arrivée de Santé Québec qui vont beaucoup sur des chiffres au niveau de la performance. Donc, oui, il faut être performant, mais il faut tenir compte aussi du coût des denrées alimentaires. Puis, on a vu dans le dernier budget là, que M. Girard a déposé, il prévoyait une hausse de 2,4 % au niveau de la santé. Donc, c'est sûr que pour nous, quand on voit des augmentations jusqu'à 30 % dans notre région des denrées alimentaires, bien, il va falloir travailler à quelque part. Est-ce que ça sera des fermetures de cafétérias? Est-ce que ça sera des coupures de postes qui seront ajoutées à ça? C'est certain que pour nous, c'est des préoccupations présentement. Présentement, on fait face justement à 26 postes qui vont être coupés, donc du temps complet, du temps partiel au travers de ça. Et en parlant de gaspillage, c'est aujourd'hui la journée internationale zéro déchet. Le thème est justement le gaspillage alimentaire. Le Centre d'action bénévole Entraître de Jonquière dénonce le manque de partage entre les générations. D'après l'intervenante en insécurité alimentaire Kim Gagnon, si les jeunes travaillaient avec les personnes âgées, il y aurait moins de gaspillage. Et les pharmaciens du Québec se mobilisent pour faire retirer un amendement à la loi 15 qui vise à réformer le système de santé. La semaine dernière, Québec solidaire a fait amender cette loi afin de plafonner les honoraires que les pharmaciens facturent aux assureurs privés. Félix-Antoine Turgeon, cet amendement pourrait engendrer d'importantes pertes financières pour les pharmaciens propriétaires. Oui, exact. Du moins, c'est ce que croit Kevin Girard, qui est pharmacien, propriétaire de 2 pharmacies Uniprix à Chicoutimi. Selon lui, une telle modification à la loi pourrait priver les pharmaciens d'une importante source de revenus, ceux qui
qui proviennent, oui, des assurances privées. En fait, le plafonnement de ces honoraires-là n'a pas été planifié, n'a pas été défini, donc, dans l'amendement qui a été proposé par Québec solidaire. Et ça crée une instabilité financière pour les propriétaires qui doivent, évidemment, prévoir clairement leurs revenus et leurs dépenses en lien avec leur entreprise, qui est leur pharmacie. Kevin Girard, à qui j'ai parlé, croit donc qu'une telle mesure pourrait affecter les services qui sont disponibles pour la population. Si, exemple, on coupe mes honoraires de 50 puis que mon institution financière me dit, là, Kevin, tu n'es plus rentable, il faut que tu restructures ton affaire. Bien, moi, ma pharmacie sur la rue Racine, qui est une pharmacie très communautaire, donc on sert des patients qui sont défavorisés, psychiatrisés, marginalisés, méthadone, Suboxone, des sorties de prison, bien, je vais mettre la clé sur la porte puis je vais dire, je vais rapatrier mes activités ici, dans ma plus grosse pharmacie. Donc, c'est aussi tout ce service-là aux patients qui va être affecté. Les heures d'ouverture vont être diminuées. Et Félix-Antoine, cette modification à la loi arrive à un bien mauvais moment pour les pharmaciens. Oui, c'est exact, parce que les pharmaciens sont déjà en restructuration, notamment à cause de la loi 67, cette loi qui a été adoptée en 2024, mais qui n'est toujours pas effective. Évidemment, cette loi prévoit de donner plus de responsabilités aux pharmaciens, comme par exemple le traitement de certaines infections et l'ajustement de médication de leurs patients. Mais pour M. Girard, il sera impossible, en fait, d'effectuer de telles tâches qui sont prévues à la loi si la loi 15, elle, est amendée, comme c'est en ce moment le cas. Le problème que ça amène, c'est l'insécurité financière à long terme. Donc, même si le gouvernement nous dit « on ne l'appliquera pas, c'est pas grave », le problème, c'est que nous, il faut investir. Tu sais, d'un côté, on a le projet de loi 67 qui s'en vient où on dit aux pharmacies « on voudrait que vous en fassiez plus, que vous preniez plus en charge vos patients. Donc, ça veut dire qu'il faut se restructurer, il faut se construire des bureaux, il faut former notre personnel, il faut dégager le pharmacien, mais ça prend de l'argent pour faire ça. » Merci, Félix-Antoine. Vendredi, la Centrale des syndicats démocratiques a lancé un retour collectif à la Cour supérieure du Québec. Elle dénonce les négociations sans aboutissement avec le gouvernement concernant la nouvelle entente collective des familles d'accueil. Mathilde Belon, que demande concrètement la CSD? La CSD demande au gouvernement d'être plus conciliant dans les négociations en cours. Demain, cela fera 3 ans que la précédente entente collective des familles d'accueil a pris fin. Depuis, des négociations ont lieu, durant lesquelles les syndicats tentent d'instaurer une nouvelle entente collective plus juste au niveau monétaire. Actuellement, une famille d'accueil touche 13,48 $ par jour et par personne au Québec. Ce montant n'est pas suffisant dans le contexte d'inflation actuelle, selon la présidente de l'Association des familles d'accueil du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Karina Tremblay. Elle est elle-même famille d'accueil depuis 2018 et nous raconte son quotidien. Bien, c'est vraiment difficile parce qu'aujourd'hui, on ferait un pâté chinois aujourd'hui pour dîner. Bien, juste le 2 livres de viande, ça coûte 20 $. Fait qu'il nous reste comme 6 $ pour le dîner, souper et déjeuner, les trois collations, sans compter le reste aussi qu'on doit payer par rapport à ces montants-là. Fait que c'est ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'on n'a plus assez, on est en train de prendre l'argent dans nos poches pour subvenir à ces besoins-là. Au Québec, ce sont plus de 21 000 personnes qui utilisent les services des familles d'accueil. Pourtant, le budget accordé à ces ressources par le gouvernement ne représente que 1,34 % du budget de la santé au Québec. Et Mathilde, le gouvernement ne fait pas d'offre à la CSD pour l'instant. Eh bien non, le gouvernement ne fait pas d'offre puisqu'il ne veut pas octroyer d'argent aux familles d'accueil. En plus, celles-ci n'ont aucun moyen de faire pression puisqu'elles n'ont pas le droit de grève. Ainsi, Mme Tremblay rappelle l'importance des associations pour défendre ces familles. On espère, avec ce qu'on est en train de faire, puis de crier que ça ne fonctionne pas au Québec entier, que le gouvernement va réaliser enfin que oui, effectivement, on va leur donner plus et on va les considérer. Là. On veut se faire considérer, on veut se faire reconnaître pour ce qu'on fait pour tous ces enfants-là et tous les gens vulnérables, finalement, qu'on entre dans nos maisons. Là. Mais combien de temps que ça va prendre? Merci Mathilde. Dernier sprint pour les deux candidats à la chefferie de la CAQ. Bernard Drainville et Christine Fréchette se sont affrontés dans un débat houleux samedi matin à Laval. Drainville a questionné la position de Christine Fréchette en matière d'immigration. Cette dernière s'est défendue en disant que Drainville lui portait des intentions.
Bernard Drinville s'est fait, lui, huer lorsqu'il a confronté son adversaire au sujet du PDG d'Air Canada, disant qu'elle n'avait pas exigé sa démission à la suite de la tragédie la semaine dernière. Le nouveau leader du parti sera annoncé le 12 avril prochain. Et après une semaine de grève, les communautaires à Bout se sont rassemblés devant le bureau de Yannick Gagnon pour offrir de l'aide alimentaire. Il s'agissait de la première fois depuis le début des revendications que les usagers avaient accès à la ressource. Catherine Beauchemin est allée à leur rencontre. Catherine, les organismes sont conscients que la grève a un impact important sur les personnes qui utilisent leurs services. Oui, depuis le début de la grève, plusieurs organismes communautaires ont carrément arrêté d'offrir leurs services ou ont diminué grandement leur offre. Et ce sont des milieux de proximité qui apportent une aide concrète dans le quotidien de plusieurs personnes et ça peut être difficile pour certains de trouver des solutions sans eux. La directrice du Centre d'action bénévole, Marie-Ève Lefrançois, donnait notamment l'exemple du service de transport médical. Là, il y a des personnes qui doivent trouver des solutions pour obtenir des soins de santé parce que l'organisme n'offre plus ce service. Selon elle, la situation est très dommage parce que ce sont des personnes dans le besoin qui écopent, mais la clientèle est très ouverte et comprend que c'est un mal pour un bien. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont quand même décidé de donner un coup de main aujourd'hui en offrant de l'aide alimentaire. On peut l'écouter. Bien, normalement, on offre du dépannage alimentaire, en fait, à l'année, à l'organisme. C'est vraiment nous autres, pour le secteur de Jonquière, qui est responsable de ça. Vu l'arrêt des services, bien, pendant la grève, on savait que ça allait quand même porter préjudice à certaines personnes là, qui ont vraiment besoin de ça pour se nourrir. Fait que, vu que c'est la fin du mois aussi, bien, on voulait quand même offrir une alternative là, pour ces gens-là pendant la période d'arrêt des services. Et Catherine, le député Yannick Gagnon, oui, supporte les organismes communautaires dans leurs revendications. Oui, les organismes communautaires présents ont eux-mêmes raconté entretenir une très belle relation avec le député. Il a d'ailleurs organisé un rendez-vous au Côté-Court la semaine dernière avec les organismes et il y a plus de 80 personnes qui étaient présentes. Selon lui, la société a besoin des organismes et le financement doit être amélioré. Il explique qu'il y a quand même des succès. On donne tout de même des enveloppes à certains organismes, mais ils ont besoin d'avoir des grands projets et c'est là qu'ils vont recevoir des enveloppes. Ils reçoivent plus ou moins d'argent pour leur mission plutôt quotidienne. On peut écouter le ministre Gagnon à ce sujet. Le financement par projet, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a un beau wow pendant 1 an. On a une subvention, qu'on engage une ressource, 2 ans. Et plus le temps avance, on ne sait pas si ça va être reconduit. On ne sait pas qu'est-ce qui va s'en venir avec la ressource. Ça met l'organisme dans une personne d'incertitude. Fait que peut-être de faire moins de projets à la pièce et de financer la mission globale davantage. La grève des communautaires à Bout va se terminer le 2 avril prochain. Merci, Catherine. La Régie de l'énergie du Québec lancera sa carte interactive ce mercredi. Cette dernière permettra aux automobilistes de connaître le prix de l'essence en direct au Québec. Les stations-service seront donc tenues d'avertir tout changement de prix. Une nouvelle qui est passée sous le silence, mais qui satisfait les consommateurs. Ah, c'est une très bonne idée, mais je n'étais pas au courant. Non, je savais pas. C'est une bonne chose. Ouais, moi, je l'utiliserais, c'est sûr, vraiment. C'est vraiment le fun. C'est sûr que je vais checker ça, surtout en ce moment-là. Ce sera un plus pour tout le monde. Oui, c'est une façon de se regrouper qui pourrait avoir une certaine force. On pourrait aller dans ceux-là qui sont un peu moins chers puis économiser un peu d'argent sur le gaz. Bien, c'est sûr que je vais utiliser la carte à chaque semaine, vu que je me tank à chaque semaine. Ben, c'est sûr que ça serait vraiment pratique là, pour comparer les prix. Moi, j'habite à Saint-Ambroise, fait que c'est quand même loin de Chicoutimi. Fait que si je pouvais savoir c'était quelle station-service qui était le plus abordable, ce serait cool. 5 partenaires majeurs de la filière forestière ont demandé l'aide du gouvernement fédéral pour le relancer au sujet de la modernisation de cette industrie. La conférence a eu lieu ce matin au quai d'escale de l'Abbé. Roselyne Pelletier, vous étiez sur les lieux. Des membres de l'industrie forestière ont soulevé les problèmes principaux qui freinent cette modernisation. Oui, tout à fait, Alicia. C'était l'Alliance des communautés forestières, l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec, l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers, le Conseil de l'industrie forestière du Québec, ainsi que la Fédération québécoise des coopératives forestières qui étaient sur place. Plusieurs préoccupations les habitaient. On pense notamment aux problèmes liés à la liquidité du bois, le rendant beaucoup moins rentable, surtout depuis l'entrée en vigueur des tarifs douaniers.
On pense aussi aux taxes sur le bois qui s'approchent maintenant du 40 %. Les acteurs de cette industrie sont également préoccupés par les pertes d'emplois notables dans le domaine forestier. Un autre problème préoccupant est la mauvaise planification opérationnelle des travaux et de la réduction budgétaire occasionnée par le fait que le budget n'a pas été indexé depuis 2014. On peut écouter Rémi Paquet, président de l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec. Bien, nous, ce qu'on aurait besoin en partant, là, c'est la planification des opérations. C'est sûr que ça, c'est une des demandes qu'on a. On travaille avec des budgets qui sont fixes. Fait qu'on veut être capable d'avoir un petit peu d'emprise sur nos coûts. Puis ça, présentement, bien, c'est le ministère qui fait la planification. Puis on manque d'efficacité, puis ça nous enlève là, de la marge de manœuvre pour nos travaux. Et au niveau budgétaire aussi, comme j'ai dit plus tôt, là, le budget n'est pas indexé depuis 2013. Fait que on a l'équivalent d'une saison sylvicole présentement qu'on a sauté avec le manque de budget qu'on a là, annuellement. Et Roselyne, les membres sur place ont exprimé espérer voir un futur durable pour l'industrie forestière. Effectivement, après une tentative échouée de la modernisation de l'industrie forestière proposée en octobre dernier par l'ancienne ministre des Ressources forestières, Maïté Blanchette-Vézina, c'est beaucoup de déception et même beaucoup de colère qui habitent les acteurs de l'industrie forestière. On peut écouter Yannick Bajarion, le président d'Alliance Forêt Boréale. Il faut absolument que chacun des partis politiques prenne en considération la filière forestière et en fasse un enjeu national. On le dit souvent, le Québec a une vision pour son électrification, il y a une vision pour son aluminium, mais jamais s'est doté d'une vision pour sa filière forestière ou sa forêt elle-même. C'est un poumon économique important, c'est un portefeuille économique, c'est un portefeuille écologique, mais on gère mal actuellement, puis le gouvernement a de la misère à mettre en place des mesures qui font du sens pour s'assurer d'un futur. Merci, Roselyne. L'Union des producteurs agricoles demande d'interdire les installations d'éoliennes sur les territoires agricoles. Ils expliquent que ces terres ne constituent que 2 % du territoire global de la province et qu'il faut les préserver. Selon Radio-Canada, l'organisme demande de suspendre tous les projets en cours et exige qu'Hydro-Québec retire son appel d'offres éolien prévu pour le mois d'avril. Le gouvernement souhaite produire 10 000 mégawatts supplémentaires d'ici les 10 prochaines années, et ce, presque exclusivement sur les terres agricoles. Le comité de la BDAA souhaite prolonger son projet de pêche scientifique au flétan pour une seconde phase d'une durée de 3 ans. L'objectif de cette prolongation est de récolter plus de données pour éventuellement réouvrir la pêche, mais aucune décision ne sera prise d'ici l'automne. La première phase a permis de mieux comprendre la migration des flétans, mais a également amené de nouvelles questions, notamment sur la remise à l'eau des flétans mâles. En général, les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles. Et dans notre permis scientifique, on pouvait seulement capturer des flétans de 85 cm et plus. Donc, ça fait en sorte qu'on a tous les petits flétans qui ont été remis à l'eau étaient potentiellement des mâles. L'organisme Logement Entraide lance un cri du cœur au gouvernement Carney. Dans une vidéo, la coordonnatrice Sonia Côté explique attendre depuis des mois qu'Ottawa embarque dans le projet de la coopérative d'habitation La Solidarité. Elle dénonce notamment le manque d'action concrète du gouvernement pour soutenir la construction de logements sociaux à Saguenay. Zachary Sanche, c'est un peu moins de 2 millions de dollars qui sont demandés au fédéral. Et c'est tout ce qui manque pour que le projet de coopérative La Solidarité aille finalement de l'avant. Plus précisément, on parle de 1,3 million de dollars en prêts et 600 000 dollars en subventions. Au départ, le dossier était évalué par la Société canadienne d'habitation et de logement avant d'être transféré à Maison Canada. Maison Canada, on le rappelle, c'est cette agence qui a été mise sur pied par Mark Carney pour s'attaquer à la crise du logement. Et eh bien, l'organisation a quand même un budget de 13 milliards de dollars, ce qui se rajoute à la frustration, en fait, de Logement Entraide. Le projet de coopérative La Solidarité est quand même sur la glace dans les cartons depuis 13 ans maintenant. Bien, moi, ce que ça veut dire, un examen approfondi, ça veut dire qu'on creuse, puis on creuse, puis on creuse les états financiers, le budget du projet. Mais après 10 mois, ça se peut pas, là. Voyons, c'est pas compliqué. On a des dépenses, on a des revenus, on a un budget de réalisation. Comme il l'a dit, M. Carney, on est en crise du logement. Il faut construire du logement abordable puis social.
Bien, c'est le temps, là. C'est le temps ou jamais. Et Zachary, le municipal et le provincial sont aussi impliqués dans le projet. En 2024, c'était le gouvernement du Québec qui subventionnait le projet à hauteur de 3,2 millions de dollars. L'enjeu ici, c'est que si l'aide du fédéral n'arrive pas, eh bien, Mme Côté craint de perdre cette somme également du provincial. Du côté de la ville de Saguenay, on a offert un terrain ainsi qu'une aide de plus de 550 000 dollars. Du côté du maire de Saguenay, Luc Boivin, on explique qu'il s'agit effectivement de discussions difficiles avec le fédéral. On est en communication avec le bureau du ministre responsable de l'aide. Je sais qu'il y avait une réponse négative qui était en route. On a réussi à la reporter pour permettre de fournir l'information pour justement que ça devienne positif. On est encore là. Merci, Zachary. Merci, Alicia. Les Saguenayens de Chicoutimi ont remporté leur deuxième match des séries éliminatoires face aux Moussets d'Halifax samedi soir par la marque de 2-1. Le défenseur Jordan Tourigny et le joueur étoile Maxime Massé ont été les héros de la soirée. Alexis Gauthier-Gagné, la troisième période a été décisive pour les Bleus. Absolument, Alicia, parce que les Moussets d'Halifax ont conservé une faible avance d'1-0 jusqu'en milieu de troisième période. Avec 8 minutes à faire au match, le défenseur Jordan Tourigny a accepté la belle manœuvre de Maverick Lachance pour venir égaliser la partie. Et 2 minutes plus tard, l'assistant capitaine Maxime Massé a fait bondir de leur siège les 4000 spectateurs du centre Georges Vizina pour donner les devants aux siens. Le septième joueur a été bruyant tout au long de la soirée, ce qui a donné beaucoup d'énergie aux Bleus. Et Alicia, le match a été beaucoup plus serré que la veille. Rappelons que les Bleus ont remporté le premier match de la série par la marque de 8-1. Pour l'entraîneur-chef Yannick Jean, le jeu est tout simplement plus rude en série. On regarde partout dans la Ligue les scores, là. C'est ça les séries éliminatoires, puis c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que les séries, c'est le fun comme ça, puis que les partisans embarquent comme ça, parce que le monde sont sur le bout de leur siège. C'est à soir, ils en ont sorti une grosse. Je pense qu'il faut s'attendre à tout. Puis un goaler a fait des seconds moments, un autre aussi. Et justement, Alexis, les Moussets se sont ajustés défensivement par rapport au premier match de la série. Tout à fait. Les joueurs d'Halifax ont su mieux resserrer le centre en zone défensive. La LHJMQ ne recense pas le nombre de tirs bloqués, mais la défensive des visiteurs s'est sacrifiée très souvent pour bloquer les frappes adverses. On peut entendre l'analyste Jonathan Hudon qui explique justement cet ajustement défensif. Les Moussets ont vraiment bien fermé le centre, honnêtement. Là. Ils se sont vraiment bien repliés devant leur gardien de but, Guillaume Silka, qui a joué un bon match. Il voyait un petit peu plus les rondelles. Il y avait moins de chaos dans le territoire des Moussets. Puis aussi, c'est comme 1+1 parce que ça a fait en sorte que les Saguenayens sont devenus peut-être un petit peu moins impatients. Le gardien visiteur Guillaume Silka a tout de même offert une performance remarquable avec 30 arrêts sur 32 tirs. Et sans oublier, l'attaquant allemand Maxime Schaeffer des Saguenay a subi une fracture du poignet. Il ne sera pas du voyage à Halifax, là où les 2 prochains matchs de la série se joueront, soit demain soir et mercredi soir. Je vous rappelle que les Saguenayens n'ont toujours pas remporté de titre depuis 1994. Merci, Alexis. Le cégep de Chicoutimi a nommé Karine Bouvette pour succéder à André Gobeil au poste de directrice générale de l'établissement pour une durée de 5 ans. Le conseil d'administration a procédé à cette nomination le 27 mars dernier pendant l'Assemblée extraordinaire. Mme Bouvette connaît déjà bien le milieu collégial puisqu'elle a déjà travaillé au développement interne du cégep de Chicoutimi. La nouvelle directrice entrera en poste le 11 mai prochain. Et du côté de la météo, Maxime Sauvageau, 2 à 4 cm de neige sont tombés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement, Alicia. Et la température est demeurée assez stable tout le long de la journée, approchant même les 1 degré Celsius. Même chose pour Allemand. Mais ce soir, par contre, à Saguenay, le ciel sera partiellement nuageux et les vents diminueront de petit à petit en soirée. La température baissera même jusqu'à -7 degrés Celsius. Et ce qui, pour Dalma,
des nuages pour la soirée. La température descendra jusqu'à moins 8 degrés. Mais pour cette nuit, ce sera quand même la même chose. Le ciel généralement nuageux et la température restera stable tout au long de la nuit, autant à Alma qu'à Saguenay. Et demain, par contre, il fera plus chaud et on aura le droit à de petits éclaircies de soleil. Enfin, comme on dit, car les températures vont frôler quand même le 0 degré Celsius avec un refroidissement éolien de moins 12 degrés, tandis que pour Alma, il fera tout autant soleil, mais on prévoit quand même une température de moins 4 avec des facteurs éoliens de moins 7 degrés. Donc le printemps s'en vient, on ne s'inquiète pas, on va avoir des belles journées qui s'en viennent prochainement. Merci Maxime. Et la vedette internationale Céline Dion a confirmé son retour sur scène. Elle annonce 10 spectacles à partir du 12 septembre prochain, tous à Paris. Merci à tous les intervenants qui nous ont aidés cette année. Merci à nos enseignantes pour ces 2 dernières sessions. Merci aussi à vous à la maison d'avoir été des nôtres pour cette édition du Web Journal de la Pige en direct. C'était notre dernier Web Journal, mais vous pourrez retrouver nos collègues demain à la même heure.